Alors, une autre chose que je pourrais peut-être aborder, c'est ce que j'ai fait sur l'art. Peut-être en disant d'ailleurs que jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai fait de la peinture et que c'est mort tout seul. Je veux dire, je trouvais que je n'avais plus envie. Les dernières choses que j'ai faites, c'était une étude d'une poupée mise dans différentes positions, tout incarnée. Je l'ai fermée, puis j'ai dit c'est fini pour ça. C'est l'anthropologie maintenant. Oui, c'est ça d'ailleurs. J'ai commencé l'anthropologie. Mais le goût de la peinture, le goût de l'art est resté. Et j'ai donc créé un cours qui s'appelait Art traditionnel, je crois, à Concordia, où en gros j'exposais les étudiants à plusieurs formes d'art traditionnel, africain, amérindien du Nord, Asie, amérindien du Sud, le très, très beau chapitre de Lévi-Strauss sur les quais du Véo, qui est très court mais qui est d'une densité incroyable. Et ça marchait assez bien. J'avais des étudiants des beaux-arts qui ne savaient pas trop écrire pour faire un essai, par exemple. Alors je leur ai donné comme travail, en général, un pastiche de l'art de la côte nord-ouest du Canada, côte pacifique. Et parce qu'il existe 2 livres faits par des artistes autochtones, très bien faits, qui donnent les règles de construction de ces images. Sourcils, cheveux, les oreilles. Et il y a beaucoup de flexibilité dans l'art, mais il y a des règles vraiment très précises pour construire. Et comme je ne voulais pas qu'ils copient des choses existantes, je leur donnais à faire une chose qui n'aurait jamais été dans l'art de la côte nord-ouest. Un éléphant rencontre une souris. Allez-y, pastichez avec les règles de construction de l'art de la côte nord-ouest. Et il y avait des résultats extraordinaires. Mais alors, ce qui a été très drôle, c'était... Alors, je les notais avec, pour critère, conformité aux règles de construction, que j'avais plus ou moins absorbé quand même assez bien, mais grâce au livre de Bill Hone, publié aux États-Unis, je crois, à l'Université de Washington. Mais j'ai montré un jour des diapositives de ce que mes étudiants avaient fait, ceux qui étaient des beaux-arts, et il m'a dit non, c'est celui-là qui devrait avoir la note la plus élevée. Celui à qui tu as mis A+, moi je lui mettrais juste A, parce que regarde. Et là, il me montrait des choses qui n'étaient pas légitimes dans la construction de cette image. Mais ça a été vraiment intéressant. J'ai donné plusieurs années. Ça m'a aussi donné l'occasion d'intervenir dans un article qui, lui, a fait beaucoup de bruit, surtout chez les critiques d'art, qui était Les Demoiselles d'Avignon, et c'était sur est-ce que les formes de l'art, c'est-à-dire exactement la forme, a une influence, passe un message en elle-même. J'ai pris pour exemple Les Demoiselles d'Avignon, le fameux tableau de Picasso qui est au MoMA à New York, et pris les masques africains que Picasso a mis au dernier moment sur 3 ou 4 des têtes, je ne me souviens plus là, et c'était pris de masques qu'il venait de voir lui dans une exposition en 1906 ou 1907, et c'est quelques mois après avoir vu ces masques qu'il a ajouté ça. Jusque-là, il s'était inspiré plutôt de figures ibériques qu'il avait vues en Espagne, de dessins de grottes, je crois, et il a modifié donc son tableau entièrement. Alors pour Picasso, ces formes-là étaient comme libératrices,
et amenait à l'art, et beaucoup des gens qui ont vu cette œuvre disent ben oui, c'est une forme libératrice, ça dit qu'on est libre de faire comme on veut, on n'est pas obligé de faire de la peinture à l'huile comme on en faisait 100 ans auparavant, etc., etc. Or, ce que je montre dans l'article, c'est que, ben, forme libératrice, non. C'est des formes hyper conventionnelles. On peut trouver un peu comme des statues de saints. Tel saint, Saint-Sébastien, je crois, est toujours fléché, va toujours être transversé par une flèche ou plusieurs. Corrigez-moi si je me trompe. Et c'est la même chose pour les masques africains. Il y a telle entité qui est représentée toujours de la même façon, avec les mêmes attributs, et on ne déroge pas. En plus, les formes, si par exemple elles nous paraissent presque précubistes, parce qu'il y a des plans plats, sont pas elles-mêmes des formes innovantes de la part des Africains. C'est comparable chez nous aux figures des jeux de cartes. Et je me suis amusé à faire une collection pendant des années de jeux de cartes où il y a le roi, la reine, qu'est-ce qu'il y a, le valet, on dit les figures. Et c'est toujours avec une diagonale entre les deux. C'est d'ailleurs j'ai repris cette idée de comparer chez Lévi-Strauss. Mais c'est très différent d'un pays à l'autre et d'un fabricant à l'autre. Mais il y a des unités, par exemple les cartes américaines sont très géométriques, très angulaires, elles diffèrent selon le fabricant, mais il y a toujours la ligne oblique qui sépare les deux images, pour qu'on puisse avoir de chacun des deux bords. Les cartes françaises sont plus arrondies. Les cartes russes sont plutôt hyper réalistes, avec des ombres dans les... Il n'y a pas d'aplat. C'est en tout cas celles que j'ai ramassées. Et je leur dis dans cet article, je montre que les masques africains, c'est semblable. Dire, ça paraît très original comme dessin quand on en voit un. Mais quand on voit dans un même pays la même carte à jouer, répétée et répétée ad nauseam par plusieurs fabricants, ben on ne trouve pas ça très original, on trouve ça même très conventionnel. Même si, comme forme de communication, c'est intéressant, disons, sans être original. Et je montre aussi, par exemple, que un des masques employés peut être un masque des sociétés secrètes Poro de la côte ouest de l'Afrique, Côte d'Ivoire compris, mais surtout, comment s'appelle cet État maintenant? Ça me reviendra. Où ces masques de sociétés secrètes sont des appareils de répression, comme des gendarmes en idée, et servent d'appareils de répression. Il y a des condamnations à mort, c'est des chefferies qui se trouvaient dans ces coins-là. Elles ne pouvaient pas aller jusqu'à une condamnation à mort ouverte, mais quand il y avait quelque chose qui allait mal dans la société, elles condamnaient quand même à mort, et l'exécution se faisait par empoisonnement secret. Et c'était les masques qui décidaient, jamais les personnes. Comme ça, personne ne pouvait être accusé d'avoir commis un meurtre. C'était les masques qui les faisaient. Alors, la conclusion de cet article, c'est regarder les formes. Une même forme peut, en Europe, lorsqu'elle est empruntée à l'Afrique, vouloir dire c'est progressif, c'est moderne, ça fait avancer les choses, etc. Alors que la même forme, exactement la même, en Afrique veut dire appareil de répression. Donc, les formes d'art, la forme dans l'art n'a aucun contenu politique en soi. Elle n'a son contenu politique que par le contexte. Picasso, soi-disant progressiste, c'est que par le contexte dans lequel il insère ces formes qui n'avaient jamais existé avant dans l'art occidental. Alors, je me suis amusé à faire des choses comme ça. Je dois dire, l'article qui m'a le plus influencé, mais qui est autre chose, mais dont j'ai fait un pastiche là. C'est Lévi-Strauss, l'article sur
les Indiens Caduvéo, avec leurs peintures, les peintures faciales des femmes Caduvéo. Et je ne sais pas si on peut les montrer, où on voit que parfois, indépendamment, sont réinventées des formes. Là, le cas des peintures faciales Caduvéo est pas repris, mais emprunté par un photographe français pour un calendrier d'une grande compagnie japonaise de l'année, je ne sais plus, ça doit être 79, non, 99, pardon, quelque chose comme ça. Et puis, ben, sinon, ce cours-là, je l'ai laissé tomber au bout d'un moment. Il n'y avait plus tellement d'intérêt, peut-être moi-même. Et voilà. Alors, je me suis intéressé. Je continue à m'intéresser à la plupart des articles que j'ai faits sur les Tucson vont être réunis, traduits vers l'anglais pour ceux que j'avais fait en français, dans un seul volume sur la culture Tucson. Ce sera probablement en fait 2 volumes. Un sur la situation des années 1850, l'autre sur la situation contemporaine. Et il me reste à créer quelques chapitres complémentaires. Sinon, j'ai fait une chose pour m'amuser, qui était la reprise d'un article sur porter le regard anthropologique, exo-anthropologique sur la société occidentale. C'est une vieille idée que j'avais, je l'avais publiée déjà en, je me souviens plus, 80, peut-être début des années 80, par là, qui s'appelait Polygamie à la française, et je l'ai étendu l'étude à tout le monde occidental. Alors, en gros, la thèse de ce livre, c'est que le monde occidental a bien réussi, disons en gros de l'an 800 jusqu'à 1973, à imposer la monogamie universelle. C'est-à-dire personne ne peut être marié à 2 personnes en même temps. Ce qui est assez exceptionnel dans le monde parce que d'imposer la monogamie universelle, il n'y a pas tellement de cultures qui le font. Les Inuits avaient le même système de parenté que nous, mais ils n'interdisaient pas la polygamie. La polygamie n'est jamais majoritaire, elle ne peut pas. Il y a à peu près le même nombre de garçons que de filles. Pas toujours dans les petits groupes, ça peut être déséquilibré, mais la plupart des sociétés autorisent ou autorisaient, jusqu'à ce qu'elles soient trop influencées par le monde occidental, le mariage d'une personne à plusieurs personnes en même temps. Ce qui comprend le mariage d'une femme à plusieurs hommes en même temps, comme la polyandrie tibétaine, où une femme peut épouser 3 frères en même temps, ou 4 si elle veut. Les Tucson permettaient aux femmes d'épouser 2 hommes en même temps, ou 3, ou 4. Et j'ai connu la dernière femme qui avait fait un mariage polyandre, et j'ai fait une longue interview avec elle, qui était très drôle. Je lui ai demandé comment c'était arrivé. Alors, comme souvent, elle avait été mariée. Tous les mariages sont arrangés. Donc, mariage arrangé avec un homme un peu plus vieux qu'elle, peut-être 15 ans de plus. Et le neveu de cet homme, donc c'était oncle maternel neveu, utérin, est venu vivre avec eux. Donc, elle était loup, eux, ils étaient corbeaux. Oui, elle était loup et eux, ils étaient corbeaux. Son travail à la femme, c'était d'aller chercher du bois quand son mari chassait, et souvent elle est partie avec le neveu chercher du bois. Elle m'a dit, on est revenu une fois, puis on a fait l'amour sur le tas de bois, sur le traîneau, puis on a trouvé ça très bien, on a bien aimé ça, et puis voilà, on a continué. Puis un jour, mon mari, il a découvert que ça se passait, puis il a dit, non, on ne peut pas quand même, non. Alors on lui a promis que non, on ne recommencerait pas, puis on a recommencé quand même. On aimait trop ça. Et voilà, là, il nous a encore surpris, puis il a dit, écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous arrêter, on va être mariés tous les 3. Et on a été mariés tous les 3 comme ça. Et moi, je l'avais connu
quand elle n'était pas très vieille encore, début des années 70, où il y avait les deux maris qui existaient, qui vivaient dans la même tente et dans la même cabane, mais quand ils étaient dans les bois, ils étaient dans la même tente. Il y avait juste une séparation entre les deux maris, elle se mettait d'un bord ou de l'autre. Puis j'ai eu le culot de lui demander, mais quand vous faisiez l'amour avec un, l'autre n'était pas jaloux? Elle m'a dit, ben non, il savait que ce serait son tour demain. Aussi simple que ça. Et ça a été confirmé par Tommy McGinty, qui a vu un couple, pas un couple, un trio semblable quand il était jeune. Il me dit, non, il n'y a pas de jalousie. Alors souvent, c'était... ça pouvait être deux frères, comme là, c'était quand même deux parents proches. Pour ça, peut-être que ça ne crée pas de difficulté dans ce cas-là. Mais qui sont du même clan, hein, forcément. Alors, où en étais-je? Sur la polygamie. Sur la polygamie. Donc, en France et dans le monde occidental, ça a été interdit. Et le principal outil pour l'interdiction, c'était l'enfant qui naît d'un couple qui a des relations extramaritales est un bâtard, ou même d'ailleurs qui naît en l'absence de mariage est un bâtard, il n'a aucun droit vis-à-vis de son père, mais aucun. Et ça a été dans l'Ancien Régime, c'était féroce, hein, c'était même pas un droit à un secours alimentaire, ou tout juste, et pas pour les vêtements. Donc la femme devait se débrouiller toute seule, absolument toute seule. Après ça, le droit a évolué. Alors là, dans l'Ancien Régime, l'enfant était vraiment un paria. Même chose en Angleterre et même chose aux États-Unis pour la même période, avant 1800. Après ça, le droit a évolué légèrement. On a donné aux bâtards, non pas on n'a jamais donné le droit de prendre le nom de son père, mais petit à petit, s'il n'était pas marié, oui, on pouvait donner le nom du père. Mais on ne pouvait pas les forcer à épouser. L'enfant était vraiment considéré comme né hors mariage. Mais petit à petit, ça a continué à évoluer pour faire de l'enfant bâtard moins un paria. Et disons vers 1900, aux États-Unis, même s'ils n'étaient pas mariés, le père pouvait reconnaître son enfant, mais il n'était pas franchement obligé de le faire non plus. Surtout pas s'il était marié d'ailleurs. S'il était marié, c'était impossible pour lui de le reconnaître. En France, absolument impossible jusqu'à 1970. Un homme marié, il était interdit de reconnaître les enfants de sa ou de ses maîtresses et qui seraient devenus des enfants légitimes, entrant en concurrence avec les enfants légitimes qu'il avait avec sa femme. Même chose aux États-Unis. Un peu plus tôt, en Amérique latine, le droit a changé vers les années 30, où un homme marié pouvait commencer à reconnaître un enfant qu'il avait avec une maîtresse. Et l'enfant était comme légitimé. Alors c'est très facile de voir un bâtard dans le monde latino-américain, c'est que tous les enfants portent deux noms, le nom de leur père, le nom de leur mère. Un enfant qui n'a un seul nom est un bâtard. Donc, aussitôt que le père a pu reconnaître dans les années 30 dans certains pays, pas tous, hein, son fils ou sa fille, ces enfants-là avaient deux noms de famille, comme normalement ça doit être si l'enfant n'est pas un bâtard. En 1973 en France, c'est à peu près à la même époque aux États-Unis, mais c'est plus compliqué parce que le droit familial est par État. Il faut lire le livre là, pour voir comment ça peut varier d'un État à l'autre. En France, donc, le père peut reconnaître l'enfant, peut même être forcé par la loi de le reconnaître, comme au Québec aujourd'hui. Père marié, là, je pense. Il doit reconnaître les enfants de sa maîtresse. Les enfants de sa maîtresse, en France, pouvaient prendre le nom de leur père, alors que c'était absolument interdit avant. Et en plus, même la maîtresse pouvait prendre le nom du père de ses enfants comme nom d'usage, ce qui est toujours le cas de la femme.
l'épouse officielle aussi, c'est un nom d'usage pour elle. Son vrai nom, c'est son nom de jeune fille. Et donc la même chose s'est passée à quelques années près aux États-Unis. C'est un peu plus tard aux États-Unis, mais pas de beaucoup. Et ce que je montre, c'est que si on prend une définition applicable à peu près universellement du mariage, que Kathleen Goff a proposé dans les années fin 50, le mariage est une relation entre une femme et une, ou je le cite de mémoire, le mariage est une relation entre une femme et une ou plusieurs personnes qui assure que l'enfant né de cette union ait des droits de naissance pleins et entiers. Je répète, le mariage est une union entre une femme et une ou plusieurs personnes qui assure que l'enfant né de cette union a des droits de naissance pleins et entiers. Alors, le mariage est une relation entre une femme et une ou plusieurs personnes et non pas un homme, pour tenir compte des cas comme ceux de l'Est de l'Afrique et du centre de l'Afrique aussi, je crois, où une femme peut épouser une autre femme pour donner des enfants à son lignage. Bien entendu, c'est la plus jeune femme qui aura les enfants. Elle les aura d'un amant. C'est pas l'autre, son épouse, qui va lui faire des enfants. Elle les aura d'un amant, mais les enfants appartiennent au clan de la femme la plus âgée qui l'a épousée. Parce qu'elle n'a peut-être pas pu en avoir, ou il n'y en a pas assez dans le clan. Et ces mariages-là sont complètement reconnus. Et donc, la définition de Kathleen Goff tient compte de ces cas-là où c'est une femme qui épouse une autre femme. Et ça tient compte aussi du cas des Nayars en Inde, une caste militaire de l'ouest de l'Inde, où la femme, en fait, épouse autant de maris qu'elle veut durant sa vie, et ses enfants ont des droits de naissance pleins et entiers, parce que c'est une société matrilinéaire, et c'est leur oncle maternel qui joue le rôle principal, et la mère des enfants, bien entendu. La mère vit dans la même grande maison que ses frères, et c'est les frères qui élèvent les enfants de leurs sœurs, tandis qu'eux-mêmes couchent avec des femmes qui sont comme leurs épouses, mais qui ne voient pratiquement jamais, autrement que pour aller faire l'amour. Et ils peuvent prendre des tours, d'ailleurs c'est assez compliqué. S'il y en a un qui est déjà là, un autre qui veut venir voit que l'épée est posée là, donc il y a quelqu'un, ok, je rentre pas. Et ça tient compte de ces cas-là. Alors, si on dit ça maintenant, on retourne, et j'ai emprunté ça comme façon de raisonner à quelque chose qui m'avait frappé quand je lisais Lévi-Strauss à l'âge de 20 ans, c'est qu'au lieu de regarder ce qui est la règle, c'est de regarder ce que fait l'envers de la règle. Quand il discute la prohibition de l'inceste, par exemple, il nous dit « Ah, ces parents-là sont interdits. Mais qu'est-ce que ça nous force à faire si on ne peut pas les épouser ? À se marier au dehors. » De la même façon, si on regarde maintenant ce que la loi, ce que j'ai décrit pour la France vaut pour les États-Unis et une partie de l'Amérique latine maintenant, mais pas les Philippines, par exemple, qui sont catholiques et qui ont refusé de libérer le bâtard. On prend mon exemple, par exemple, admettons que je sois marié officiellement, ce qui n'est pas le cas, mais admettons. J'ai des enfants légitimes avec ma femme, j'ai une maîtresse à côté, je ne peux pas me permettre plus, et j'ai des enfants légitimes avec ma maîtresse. Tous les enfants que j'ai ont le droit de prendre mon nom comme père. Ont le droit d'hériter de moi également en France. On ne peut pas différencier entre un enfant et un autre. Et ils vont hériter également. Ils ont donc des droits de naissance pleins et entiers, droit au nom du père, droit à l'héritage paternel, droit à l'héritage maternel. Et où est la différence avec la polygamie ? Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de monde qui le fait dans la culture française ou américaine ou latino-américaine. Quoique latino-américain, c'est dans les 20% des hommes.
Je crois que dans les sociétés occidentales développées, c'est plus comme 5% peut-être, en se fondant sur les statistiques très vagues et très contestées de ce qu'on appelle la polyamorie, que je cite dans le livre. Et il n'y en a pas, puisque je peux avoir des enfants légitimes de plusieurs femmes en même temps, à condition que mon épouse légitime ne demande pas le divorce. Mais je ne dis pas qu'on est obligé de rester dedans, mais que si on le veut, on le peut. Alors qu'avant, le droit nous interdisait de le faire. Complètement, c'était complètement impossible avant 1970. Et maintenant, pour une femme, alors jusqu'à 2006 ou 2007, elle ne pouvait pas faire la même chose qu'un homme. Si elle était mariée, pour pouvoir avoir son enfant d'un amant reconnu par l'amant, il fallait qu'elle divorce son mari et seulement à ce moment-là, l'amant pouvait reconnaître son enfant avec elle. J'ai le cas d'un anthropologue qui a vécu ça. Il était marié, il avait des enfants, sa femme a pris un amant, elle a eu un petit avec lui, et ce n'est pas l'amant qui est devenu le père, ça c'était dans les années 60, c'est mon professeur qui est devenu le père du petit. Et par contre, il a toujours laissé l'enfant aller voir son père, son géniteur, disons, mais le géniteur n'a jamais été le père, il n'est toujours pas le père de son petit. Donc maintenant, c'est plus du tout comme ça. Alors pour la femme, comment ça marche? Maintenant, la femme a le droit d'avoir son amant reconnaître son petit à lui, avec elle. Elle peut rester mariée à son mari. Parfois, il y a des gros avantages à rester mariée avec le mari. Et comment fait-elle? Avant, ça arrivait souvent que l'époux de cette femme acceptait l'enfant, mettait son propre nom sur le baptistère de l'enfant, et ça passait comme ça. Parfois, c'était pour abuser l'enfant et la mère. C'était assez cruel. Mais là, maintenant, un tel homme ne pourrait plus faire ça, parce que son épouse pourrait le divorcer. Le divorce est beaucoup plus facile maintenant. Mais non seulement ça, quand elle est à l'hôpital et qu'elle accouche, elle n'inscrit pas le nom de son mari, de son époux, sur les registres qu'on remplit à l'hôpital. Et là, l'hôpital sait que, même s'il sait qu'elle est mariée, c'est qu'elle ne veut pas que ce soit son mari qui soit déclaré comme le père. Et alors là, elle peut faire venir son amant qui va signer le registre comme quoi il est le père. Et là, cette femme aura deux hommes dont elle a des enfants, son mari légitime. Admettons que son mari légitime ne veut pas divorcer d'avec elle, et elle non plus. Son mari la trouve, c'est la femme la plus intelligente qu'il ait jamais connue, et aussi la plus sensuelle. Il y a de bonnes raisons de rester. Et il reste. Alors là, elle se trouve donc avec deux hommes dans sa vie, dont elle a des enfants, qui naissent avec des droits de naissance pleins et entiers. Et ça équivaut à deux mariages en même temps, d'après la définition de Kathleen Goff. Et c'est comme ça que maintenant, l'Occident est probablement... Il n'y a personne qui va se précipiter à avoir deux époux ou deux épouses ou trois en même temps, parce que ça coûte très cher pour tout le monde. Et mais ça risque de faire comme dans certaines sociétés où la polygamie est autorisée et officialisée et reconnue, où il y a 2% ou 4% de la population qui se marie de façon polygame, et les anthropologues les taxent de sociétés polygames. Mais non, c'est juste une fraction de la population qui est polygame. C'est toujours comme ça. L'immense majorité des mariages sont monogames dans les sociétés autorisant la polygamie. Alors, ce que je montre, c'est qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est occidental. C'est pas le christianisme qui a imposé. C'est pas le christianisme primitif qui a imposé la monogamie en Occident. C'est probablement une valeur fondamentale des sociétés indo-européennes, et je suis là une analyse que fait Fustel de Coulanges dans La Cité antique, qui est un livre remarquable,
dont une spécialiste m'a dit non, c'est encore un des meilleurs livres qui a jamais été écrit sur le droit romain, sur le droit grec et un petit peu sur le droit védique. Et là, j'ai commencé à poser des questions. Mais est-ce que c'est vrai? Ben oui, dans le fond. Les premiers chrétiens, c'est les juifs de la diaspora. En Judée, peu de juifs deviennent chrétiens. Mais grâce à saint Paul, qui est lui-même un juif et un ancien pharisien, les conversions se multiplient avec un blocage dans les années 60. Parce que les chrétiens de cette époque-là, début du siècle, peu de temps après la mort de Jésus, en supposant qu'elle ait eu lieu réellement, mais il y a, je pense, peu de doute là-dessus, les premiers chrétiens sont des juifs. Et ils continuent à respecter les 600 ou 710, 617 lois qu'ils doivent respecter pour être religieux et ne pas pécher, puisque ne pas respecter une des lois alimentaires, par exemple, est un péché. Et la polygamie n'est pas interdite chez les juifs, des hommes, la polygamie des hommes, donc la polygynie. Donc ça vient pas des premiers chrétiens, l'interdiction du mariage polygame chez les Indo-Européens. Et chez Fussel de Coulanges, je trouve que une citation assez longue, il explique pourquoi elle est interdite probablement depuis toujours chez les Indo-Européens. Et il y a une confirmation de ça dans Saint-Augustin, je crois que c'est dans une lettre où Saint-Augustin dit que l'interdiction de se marier, de mariage polygame, il n'emploie pas ce mot-là, mais c'est ce qu'il dit, provient de l'usage de Rome et non pas d'autre part. Il ne dit pas des Juifs, mais non pas d'autre part. Et là, j'ai été vérifié après, j'ai cherché, et j'ai trouvé un article qui peut être contesté, mais qui dit que sur des bases, c'est la méthode qui peut être contestée, que les Indo-Européens ont probablement toujours été monogames, c'est-à-dire, on s'entend, que le mariage, que cette culture-là a toujours imposé qu'un seul mariage existe en même temps. Ça ne veut pas dire que les hommes n'avaient pas des aventures et des maîtresses, mais ça veut dire que ces maîtresses ne pouvaient pas devenir des épouses et elles étaient traitées comme des moins que rien. Et que c'est peut-être une valeur indo-européenne et que leurs enfants étaient traités comme des moins que rien, qui a été perpétuée par le christianisme triomphant à partir du 3e, 4e siècle, qui lui a imposé les valeurs indo-européennes, puisque c'était, à ce moment-là, il y avait beaucoup moins de juifs, c'est-à-dire la proportion des juifs était beaucoup plus petite qu'au tout début du christianisme, et donc on serait lié, notre obsession de la monogamie serait liée à une valeur quasi archéologique, et on se croit hyper moderne en disant que non, il faut que des mariages monogames, il faut imposer ça à tout le monde. Et donc ça a été amusant de faire ce livre pour rire un peu de nos sociétés et de montrer combien absurdes elles peuvent être. Et le dilemme est pas, il n'y a pas de solution à ce dilemme-là. Si on veut réimposer la monogamie strictement, on va dire aujourd'hui, ah bon, écoutez, toutes ces lois qu'on a passées là, pour protéger les bâtards, ben ça fait qu'on est devenu polygame, qu'on autorise la polygamie. Ah non, on ne peut pas faire ça. On va l'interdire. Ben oui, mais comment on va faire? Ben on va réintroduire des enfants bâtards. Et c'est quand même, je crois que les chiffres pour le 19e siècle, c'est 9% des enfants naissent bâtards à cette époque-là. Hein. Aujourd'hui, il y a 51 ou 52% des jeunes qui ne se marient pas, mais qui vivent maritalement. Pareil, alors là, dans l'union libre, c'est encore plus facile d'être le père des enfants, le père légitime des enfants de plusieurs femmes en même temps. Parce qu'il n'y a même pas la barrière une des unions est une union officielle.
Alors pour la femme, c'est pareil. Elle peut, si c'est dans l'union libre, elle peut très bien avoir trois amants en même temps. Mais elle ne peut pas avoir trois enfants la même année. À moins qu'elle ait des triplés, mais elle en a qu'un par année. Donc c'est un peu différent. Alors voilà, c'était le dernier travail que j'ai publié. Il me reste maintenant à faire l'ethnographie des Tutchon. Mais parfois, c'est très amusant. Voilà, un grand merci.